Rentrée universitaire, un sondage étonnant. Les 2/3 des étudiants sont satisfaits de leurs études. Georges Marchais à TF1, tournant du Parti socialiste vers la droite, le Parti communiste ne modifiera pas sa position d'un pouce. Les Français redécouvrent Gustave Courbet au Grand Palais, plus de 150 peintures et dessins pour la plus grande exposition de la saison. Bonsoir. On se plaint quelquefois dans le public de ce que la politique envahisse le petit écran. Je suis le premier à reconnaître que le reproche n'est pas toujours injustifié. Et d'ailleurs, un parlementaire, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Robert-André Vivien, député RPR, membre du conseil d'administration d'Antenne 2, a demandé aujourd'hui, très officiellement, des restrictions dans une question écrite au Premier ministre. Un jour sans politique à la télé et à la radio, comme jadis il y avait les jours sans alcool. En fait, Robert-André Vivien traduit assez bien le degré de saturation politique atteint par les téléspectateurs et les auditeurs. Encore faudrait-il que le jour sans politique choisi soit le bon jour, et ce ne serait pas le cas aujourd'hui, par exemple. Oui, lorsque, compte tenu de l'enjeu que représentent pour le pays les élections de mars 78, le débat est réellement un débat de fond. Il ne faut pas s'en plaindre, il faut s'en féliciter. De ce point de vue, aujourd'hui, TF1 est au cœur de l'événement. Double événement même, puisque Georges Marchais, en direct du bureau politique du Parti communiste dans notre édition de 13h, a prononcé un véritable réquisitoire contre le Parti socialiste et que dans une demi-heure, c'est Raymond Barre qui répondra aux questions de mes confrères de la rédaction. Le grand intérêt de la continuité de ces deux moments de l'histoire politique dans la même journée sera d'avoir entendu Georges Marchais accuser le Parti socialiste de s'être engagé dans un tournant à droite et ensuite Raymond Barre, amené, je le présume, à commenter ses propos récents. La crise de la gauche a profondément modifié le paysage politique de la France, ce qui n'est pas l'avis de tout le monde dans la majorité. Ce sera la première fois que le Premier ministre, en tout cas, s'exprimera officiellement sur cette crise de la gauche, et s'il manie la pelle et la pioche pour déblayer ce que Michel Debré appelait hier le champ de ruines de l'union de la gauche, il pourra dire aussi quel outil il entend employer pour aller au charbon, selon sa propre expression, c'est-à-dire pour s'engager dans la stratégie politique. Revenons à Georges Marchais. Il est venu à notre édition de 13h après un comité central du Parti communiste qui a adopté une résolution où figure en toutes lettres la gravité du tournant à droite du Parti socialiste, tournant qui ouvre la porte à la possibilité d'un replâtrage du pouvoir, ajoute le texte, qui appelle toutes les organisations du Parti communiste à engager un vaste débat démocratique à l'échelle nationale à travers des milliers de discussions, de contacts, de réunions grandes et petites. Les communistes vont faire connaître leur position et leur action en faveur d'une politique nouvelle. Ils porteront en priorité leurs efforts vers les entreprises, vers les travailleurs et les travailleuses, dont l'intervention est décisive. Fin de citation. Voici maintenant l'un des passages de l'interview de Georges Marchais sur TF1, tout à l'heure à 13h, qui résume le mieux les sentiments et la position du Parti communiste. Incontestablement, la situation est sérieuse, elle est grave, elle est préoccupante, parce qu'il y a ce tournant à droite du Parti socialiste qui, je le répète, trouve son expression dans le refus d'actualiser le programme commun, dans l'abandon d'engagement pris en 1972, mais il y a en même temps la volonté réaffirmée clairement par notre comité central de ne pas bouger d'un pouce dans la politique qui est la sienne pour les objectifs que je viens de rappeler à l'instant. La crise qui sévit en France, elle sévit dans tous les pays capitalistes d'Europe. Et que dans la plupart d'entre eux, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Norvège, au Danemark, en Hollande, en Belgique récemment, la bourgeoisie a eu recours à la social-démocratie pour essayer, pour gérer plutôt la crise sur le dos des travailleurs. Eh bien, disons que la grande bourgeoisie française considère, elle aussi, que le moment est venu d'essayer d'entraîner le Parti socialiste dans cette voie. Et vous le soupçonnez d'accepter. Voilà. Force nous est de constater que le Parti socialiste n'a pas été insensible, mais au contraire, qu'il a prêté l'oreille à cette pression qui s'est exercée sur lui à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Bien que Georges Marchais ait refusé de parler de procès, il a préféré utiliser les termes d'analyse politique fine et serrée. C'est bien le Parti socialiste qui est aujourd'hui au banc des accusés.
Tel un homme qui démonte un mécanisme pièce par pièce, Georges Marchais n'aura jamais été aussi précis, il ne sera jamais allé aussi loin dans des accusations portées contre le parti de François Mitterrand. C'est à la fois l'accusation faite aux socialistes de pencher à droite, mais c'est aussi, calendrier en main, l'accusation faite au premier secrétaire socialiste et à tel ou tel de ses lieutenants de n'avoir eu jusqu'ici que des comportements résolument anti-unitaires. Georges Marchais, qui ne veut pas ouvrir prématurément la campagne électorale, a d'autre part répété que le problème des désistements aux prochaines élections n'est absolument pas à l'ordre du jour. Les communistes en discuteront au cours d'une conférence nationale, une sorte de mini-congrès, qui devait se tenir le mois prochain et qui a été reporté en janvier 78. À cette date, le Parti communiste fera le point, mais on peut d'ores et déjà penser que les désistements entre partenaires de la gauche promettent d'être difficiles en cas de non-accord sur la réactualisation du programme commun. Du côté socialiste, ce n'est pas non plus la décrispation, loin de là. Claude Estier, secrétaire national du PS, parle aujourd'hui dans l'hebdomadaire L'Unité des attitudes grotesques du Parti communiste. Ce n'est pas parce que Georges Marchais répète 100 fois une contre-vérité, écrit Claude Estier, qu'elle devient une vérité. Et François Mitterrand, qui participe aujourd'hui en Angleterre au congrès travailliste de Brighton, a eu cette phrase « Les sarcasmes et les invectives du Parti communiste ne feront certainement pas avancer les choses ». Bref, jamais jusqu'à aujourd'hui la gauche n'est apparue aussi proche du divorce ou de la rupture. Mais en matière de politique, les coups de théâtre sont toujours possibles. Les élections législatives, c'est pour dans 24 semaines au cours desquelles il peut encore se passer beaucoup de choses dans les deux sens. Oui, donc à plusieurs reprises, Georges Marchais a fait la critique du comportement de François Mitterrand, que ce soit lors de son face-à-face avec Raymond Barre ou au Congrès socialiste de Nantes ou encore pendant les négociations sur le programme commun. Je vous rappelle que demain soir, François Mitterrand sera notre invité ici dans ce journal, ce qui lui donnera l'occasion de répondre à la fois à Georges Marchais et aussi à Raymond Barre. Quoi qu'il en soit, les variations du paysage politique, l'analyse de la crise à gauche donne parfois des résultats contradictoires dans les raisonnements des leaders de la majorité. À France Inter et successivement, Jacques Chirac a dit que l'hypothèse d'un gouvernement socialo-centriste était tout à fait absurde et qu'elle conduirait la France dans la pire des situations. Et Jean-Jacques Servan-Schreiber a dit que ce qui serait absurde, ce serait de fermer la porte aux socialistes. Et Jean-Pierre Soisson ajoute dans une chronique au journal Le Monde, pas question de récupération, mais la majorité ne saurait s'enfermer dans une forteresse. J'ai encore à vous donner deux nouvelles politiques importantes. Valéry Giscard d'Estaing prononcera dans un peu plus d'un mois, le 8 novembre, devant le Conseil constitutionnel, une allocution consacrée à la protection des libertés et des droits des citoyens. Et cela à l'occasion d'une cérémonie exceptionnelle en présence du gouvernement, des représentants du Parlement et des plus hautes autorités de l'État. Certains croient pouvoir dire aujourd'hui que ce discours sur les libertés pourrait être repris comme l'un des thèmes essentiels de la campagne électorale dans la majorité. Et puis, la deuxième nouvelle politique concerne un homme qui fut le rival de M. Giscard d'Estaing aux élections présidentielles de 1974. Il s'agit de Jacques Chaban-Delmas, dont la réserve à l'égard du RPR n'en fait pourtant pas un solitaire politique. Le président de la République l'a chargé d'une mission sur l'état des relations entre la France et Israël, et cela à un moment délicat des relations d'Israël avec le reste du monde. Le Premier ministre, M. Begin, a été invité officiellement à venir en visite en France. La tension est montée très vite dans les compteurs électriques depuis que le ministre de l'Industrie, René Monory, hier soir à l'Assemblée nationale, a parlé de la vérité des prix de l'énergie et de la limitation du tout électrique. Comme toujours, quand on parle d'électricité, on a du mal à se mettre parfaitement au courant. On a parlé, par exemple, de la suppression du tarif de nuit. C'est faux. M. Monory a tenu à le préciser aujourd'hui, après une tempête dans les crânes des utilisateurs et des professionnels de l'équipement électrique, une tempête qui a failli faire disjoncter les nerfs des adeptes du tout électrique. C'est ce qu'on appelle un tollé général, et c'est pour ça que nous faisons le point ce soir avec Jacques Poux. Les déclarations du ministre de l'Industrie ont déclenché un véritable tollé chez ceux qui s'étaient, suivant les conseils publicitaires de l'EDF, équipés en tout électrique. Le concert des lamentations contre la suppression du tarif jour-nuit, contre la disparition des deux tranches de tarification, ne s'est pas fait attendre. On nous incitait à nous mettre tout au courant, l'électricité, et puis maintenant, c'est pas normal qu'on paye plus cher que les autres. Disons que c'est une escroquerie de la part de l'EDF.
c'est tout. Devant la réaction des particuliers et d'EDF, M. Monnouri a dû préciser aujourd'hui un certain nombre de points. Il n'est pas question, par exemple, de toucher aux tarifs de nuit. En revanche, l'action du gouvernement portera sur la suppression progressive des tarifs réduits qui incitaient et qui encourageaient à la consommation d'électricité aux heures creuses du jour, par exemple, ce qui se traduira par une augmentation sur nos factures d'électricité. En 1978, vous aurez vraisemblablement, comme en 1977, une augmentation des tarifs EDF qui seront conformes aux objectifs du plan Barre. 6,5-7% en gros. On verra, je verrai à ce moment-là, c'est le Premier ministre qui le décidera. Et d'autre part, vous aurez sans doute, à cause de cette réduction progressive des tarifs dégressifs, peut-être une augmentation de 2 à 3%, et puis peut-être qu'en 79, un nouveau réajustement permettra là encore un certain rattrapage. Enfin, tous ceux qui choisiront le tout électrique paieront à partir du printemps prochain une taxe d'installation de 3 à 4 000 francs. C'est donc un sérieux coup de frein au développement du tout électrique en France, un système qui représente aujourd'hui un logement neuf sur 3. La seule chose que nous souhaitons, c'est ne pas intensifier trop rapidement le tout électrique, car notre installation nucléaire ne sera vraiment opérationnelle qu'en 1985-1986. Nous aurons donc des périodes 81, 82, 83, un peu plus difficiles à passer. Et si nous ne faisions pas preuve de modération en ce moment dans ces installations, qui resteront, je vous l'indique, à 35% de la construction de logements neufs dans les prochaines années, nous risquerions une rupture. Et je pense qu'à ce moment-là, les Français seraient en droit de reprocher au gouvernement d'avoir mal prévu le développement de l'électricité. Nous l'avons constaté, cela fait plusieurs mois déjà que les acquéreurs d'appareils ménagers hésitent à s'équiper en tout électrique. Voici ce qu'en dit le responsable d'un magasin spécialisé. Disons que nous avions davantage de demandes en électricité et à l'heure actuelle on revient davantage vers le mix, c'est-à-dire gaz et électricité. Toute cette affaire aura eu au moins le mérite d'attirer l'attention des pouvoirs publics et des consommateurs sur le danger qu'il y a à gaspiller l'énergie électrique, énergie que l'on ne paie d'ailleurs actuellement pas à son véritable prix. Et oui, et quand M. Monnouri prêche la vérité des prix, c'est qu'il est dans une autre vérité, celle de l'énergie, du prix de l'énergie dans le monde. La facture pétrolière de la communauté européenne augmentera de plus de 12 milliards de francs en 1977, viennent de constater les ministres des 19 pays de l'Agence internationale de l'énergie, où la France ne siège pas d'ailleurs. On prévoit déjà la limitation des importations de pétrole en 1985. Après plusieurs grands voyages officiels en Iran, à la suite desquels, ces dernières années, on a parlé de contrats fabuleux pour la France, il a fallu qu'un envoyé spécial du président de la République, Michel Poniatowski lui-même, aille faire le point sur ce qui était réalisable effectivement. M. Poniatowski est revenu avec 2 importants accords en poche. L'Iran est disposé à conclure positivement et à très bref délai la négociation en cours pour la commande à la France de 2 centrales nucléaires de 900 MW. Le Shah d'Iran a précisé qu'il était disposé aussi à ouvrir des négociations pour la commande de 4 autres centrales, et cela en contrepartie, bien sûr, d'achat de pétrole iranien. Et d'autre part, une décision a été prise par l'Iran, celle d'équiper sa compagnie aérienne d'avions Airbus. 10 à 12 appareils pourraient être commandés au cours des prochaines années. Une première tranche de 4 avions, 2 en location de longue durée et 2 achetés fermes, sera traitée à la fin de l'année. Ces contrats étant en discussion depuis des mois. Souvenez-vous, il y a eu l'époque des superlatifs, les dollars du pétrole devant être la source pour l'industrie française de contrats extraordinaires, d'ailleurs avec d'autres pays que l'Iran. Jusqu'à 60 milliards de francs, rien que pour l'Iran, disait-on. Eh bien, les choses ont traîné, la désillusion s'est mise à ramper, désormais, plus personne ne se hasarde à avancer des chiffres. Alors, des mirages, ces contrats fabuleux, un dossier d'Alain Veller. Des contrats fabuleux avec l'Iran, il y en a eu. Par exemple, plus d'1 milliard de francs pour 5500 logements à Téhéran. Les 2 premières centrales nucléaires représenteront à elles seules un marché de 11 milliards. Malgré tout, on reste loin des 60 milliards annoncés et c'est logique. 60 milliards, c'était le montant de tous les projets iraniens auxquels auraient pu participer des entreprises françaises. Certains traînent en longueur ou ne verront même pas le jour, et puis d'autres pays étrangers étaient sur les rangs. Alors, fini l'euphorie.
Les pays producteurs de pétrole investissent moins que prévu, les pays de l'Est commencent à être équipés, enfin, avec la crise des économies, la concurrence que se livrent les fournisseurs de biens d'équipement, d'usines clés en main, s'est faite plus âpre. De nouveaux concurrents sont apparus, comme l'Espagne pour la grosse chaudronnerie, ou encore la Yougoslavie pour la sidérurgie. Il faut le savoir, les prix français sont souvent maintenant de 20 à 40% supérieurs à ceux qui figurent dans les offres les plus alléchantes. Au total, l'an dernier, les Français ont tout de même signé plus de 400 contrats de plus de 10 millions de francs dans le monde. Exemple, 2 centrales nucléaires, 6 milliards de francs pour l'Afrique du Sud, 2 usines d'aromatiques, 2 milliards pour l'Union soviétique. Mais la manne, semble-t-il, commence à se tarir. Est-ce catastrophique? Tous ces contrats fabuleux coûtent cher au Trésor public qui doit offrir des garanties aux exportateurs contre les risques qu'ils courent et des conditions de crédit ultra avantageuses aux acheteurs. Une nouvelle politique du commerce extérieur se dessine, établir un courant d'affaires régulier avec des contrats certes plus modestes, mais un volume d'affaires beaucoup plus conséquent. Un exemple. André Rossi, ministre du Commerce extérieur, revient aujourd'hui du Venezuela, un pays où la France a été battue par les Espagnols et les Canadiens pour la construction d'une ligne de chemin de fer de 740 km. Pas d'annonce de contrat fabuleux, mais les exportations françaises vers le Venezuela ont progressé de 58% en 6 mois. Les étudiants retournent aux études. Ils rentrent doucement, doucement. Contrairement à la rentrée scolaire, la rentrée universitaire s'échelonne sur plus d'1 mois. Les instituts universitaires ont ouvert leurs portes cette semaine. Il y aura ensuite les facultés de médecine, les universités scientifiques, de droit, des lettres, et ainsi de suite, jusqu'au 3 novembre environ. Notre confrère, l'étudiant que voici, vient de publier un guide à l'occasion de cette rentrée. Un guide que vous trouverez lundi dans les kiosques et qui contient beaucoup de renseignements pratiques. Comment un étudiant peut-il trouver une chambre à Paris? Comment obtenir une bourse, etc. Mais l'étudiant publie surtout un étonnant sondage réalisé auprès de 5000 jeunes sur les 900 000 qui iront à l'université cette année. Un sondage qui, loin de nous tracer le portrait de l'étudiant français fantaisiste, marginal, voire paresseux, comme certains le décrivent, nous le montre au contraire, comme un personnage fort sérieux. Le détail de ce sondage avec l'éternel étudiant qu'est Dominique Laurie. Au lendemain des événements de mai 68, l'étudiant n'a pas, il faut bien le dire, très bonne presse. Souvent à tort d'ailleurs. Il est considéré comme un personnage inquiétant, contestataire, bien plus préoccupé de politique que de ses études. Aujourd'hui, c'est presque de l'histoire, mais l'image de l'étudiant, il faut bien le dire, a peu évolué. Les Français, les adultes en général, ont de mauvais rapports avec les étudiants, ces étudiants qu'ils connaissent très mal. À la vérité, l'étudiant de 77, ce sondage le démontre, est travailleur, écologiste, fait peu de politique et surtout est très préoccupé par son avenir. Une première constatation, première surprise. Les 2 tiers des étudiants interrogés sont satisfaits des études qu'ils poursuivent. Et si 2 étudiants sur 3 ne vivent plus chez leurs parents, en revanche, ils entretiennent avec eux de bonnes relations, voire d'excellentes. 40% sont fils de patrons, de cadres supérieurs ou de professions libérales, 8,5% sont fils d'ouvriers. 90% des étudiants interrogés n'adhèrent à aucun mouvement politique ou syndical. 25% n'ont pas envie de voter aux élections de mars 78. En cas d'élection présidentielle, 32,5% voteront pour un candidat écologiste. 25,8% pour François Mitterrand, 13,3% pour Giscard d'Estaing, 10,7% pour Jacques Chirac et 8,6% pour Georges Marchais. 50% des étudiants interrogés n'achètent qu'un livre par mois et 46% reconnaissent qu'ils aiment avant tout lire des romans policiers. Mais l'auteur le plus lu reste tout de même Émile Zola, suivi de Camus, Sartre et Boris Vian. 67% des étudiantes, 81% des étudiants ont eu des relations sexuelles, mais 7% des étudiantes ont avorté au moins une fois. 25% des étudiants ont déjà fumé des drogues douces, 2,3% en prennent régulièrement. Enfin, la vision de l'avenir, une vision pessimiste, une grande préoccupation, le chômage. Plus de 60% ne pensent pas trouver facilement du travail. Bien sûr, ce n'est qu'un sondage, mais il montre que les étudiants d'aujourd'hui ont les mêmes préoccupations, le même comportement et les mêmes inquiétudes devant l'avenir que les jeunes ouvriers.
Visite surprise du président de la République cet après-midi au centre de formation professionnelle des adultes de Lardy dans la région parisienne. Il voulait voir comment ça fonctionne sur le terrain. L'AFPA et ses 4600 enseignants forment chaque année 80 000 ouvriers qualifiés, professionnels et techniciens. Et là, le président a fait une première constatation importante au micro de François Gault. À la fin des stages, 85% des gens qui les suivent trouvent un emploi tout de suite. Deuxième chose que je trouve frappante, c'est l'effort d'adaptation de la pédagogie, parce qu'il est certain que toutes ces professions, tous ces métiers évoluent et qu'il est indispensable que la formation évolue et qu'elle se tienne à jour, naturellement, de tous les nouveaux progrès. Et enfin, c'est l'intérêt que les stagiaires portent à leur formation. Justement, vous avez eu des contacts avec les stagiaires, alors lequel vous a le plus intéressé, le plus marqué? Je ne suis pas venu pour faire passer un examen, mais pour savoir ce que pensaient les stagiaires. Alors, il y a deux catégories de stagiaires. Enfin, il y a des travailleurs qui ont été licenciés pour cause économique, qui exerçaient d'ailleurs des métiers variés, puisque les uns étaient transporteurs, les autres étaient même comptables, et qui ont choisi cette nouvelle formation professionnelle avec un désir de promotion. Et puis l'autre chose frappante parmi les jeunes, c'est certainement le désir de beaucoup d'entre eux de s'installer eux-mêmes à leur compte. Et notamment dans des métiers comme ceux du bâtiment, de travailler soit eux-mêmes, soit dans de petites équipes, et donc d'utiliser directement leur formation professionnelle. Avec vous, Jean-Claude Narcy, les autres nouvelles de ce journal. Eh bien d'abord les vendanges, c'est parti dans le Languedoc-Roussillon, en Bourgogne, dans le Bordelais. En Gironde, malgré l'été pourri, un mois de septembre exceptionnel a sauvé une partie de la récolte 77 et les vendanges ont commencé avec un peu d'avance, les raisins étant à maturité. En quantité, la récolte sera de 40 à 50% de celle de l'année dernière. La qualité, elle, sera correcte, voire bonne, affirment les viticulteurs. À l'UNESCO, pour la première fois, un fonctionnaire d'un pays socialiste, en l'occurrence la Roumanie, est empêché de regagner son poste à Paris. Les autorités de son pays accusent M. Dumitrescu de ne pas avoir versé à l'État la moitié de ses émoluments en devises comme l'oblige la loi roumaine. Cette sanction paraît disproportionnée aux yeux de la direction générale de l'UNESCO qui proteste avec véhémence. Affaire du détournement du DC-8 de la Japan Airlines, l'Algérie a refusé officiellement l'extradition des 5 pirates de l'air et des 6 extrémistes libérés. Il en va de même pour la rançon de 300 millions de centimes. En revanche, les pirates sont passés à côté d'un trésor. En effet, près de 100 millions de centimes en diamants se trouvaient à bord de l'avion. Et à Alger, tout simplement, une hôtesse au courant a pris les paquets sous son bras avant de débarquer. Encore une action anti-concorde de la part de l'autorité portuaire de New York qui demande à la Cour d'appel de l'État de surseoir pendant 30 jours à sa décision d'autoriser le supersonique à atterrir à Kennedy Airport. Vous allez voir à présent des images de Monsieur Croissant, de Maître Croissant, filmées dans la prison de la Santé, dans la cour de la prison, pendant une promenade. L'avocat de la bande Abadère est détenu depuis le 30 septembre. Il a été arrêté à la demande des Allemands qui tentent de réunir un dossier suffisamment solide pour obtenir l'extradition. Pendant ce temps, Monsieur Hans-Martin Schleyer en est à sa 5e semaine de séquestration. Les assassins de la vieille dame de Valleroy ont été arrêtés par les policiers de Nancy. Il s'agit de 2 mineurs de 17 ans. Ils ont tué pour la voler et ont martyrisé Madame Orzek pour lui faire avouer où elle cachait son argent. Un homme de 23 ans également a été interpellé. Il avait indiqué le coup aux 2 jeunes voyous. Grave accident au palais des expositions de la porte de Versailles. La chute de tuyaux de chauffage en essai de fonctionnement a tué un ouvrier et brûlé gravement 5 autres employés. Toutefois, cela ne retardera pas l'ouverture du salon Equipoto qui ouvre bien donc demain au public à partir de 10 h. Un autre salon s'ouvre également à la porte de Versailles, celui du cycle et de la moto. Et le clou de l'exposition est ce vélo qui coûte plus de 1 million de centimes. C'est un petit bijou de 7,7 kg, un nouveau tube de 3/10, une vraie merveille mais pas à la portée de toutes les bourses. Le prix Nobel de littérature 77 a été attribué au poète espagnol Vicente Aleixandre, membre de l'Académie royale espagnole. Il est l'auteur d'une œuvre importante dont on connaît en France que La Destruction ou l'amour, qui a été édité chez Fédérop. Ce livre lui valut le prix national de littérature, la plus haute distinction littéraire de son pays. Et Jacques Le Grim a affirmé qu'un choix de ses poèmes de poésie totale est actuellement sous presse aux éditions Gallimard. Ce n'est pas par masochisme que nous vous montrons les buts de Manchester contre Saint-Étienne, mais bien parce que beaucoup d'entre vous les voient pour la première fois. 2-0 donc pour Manchester et l'aventure européenne de Saint-Étienne s'est terminée hier soir à Plymouth. Mais il ne faut pas tirer sur les Verts, comme on dit, leurs performances depuis 4 ans ont relancé le football français. Et puis il y a Bastia, Lens et Nantes qui restent qualifiés, alors il y a de l'espoir. Voilà donc ce deuxième but.
Pour gagner le tiercé, il fallait jouer le 5, le 13 et le 10. Il rapporte dans l'ordre pour 5 francs 15 445 francs et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 2057 francs. Le temps demain, eh bien, il sera très nuageux avec des pluies ou des averses, parfois accompagnées d'orages, de l'eau en abondance sur les régions méditerranéennes et sur les montagnes de la moitié sud-est, temps variable à l'extrême ouest, les vents seront assez forts dans le midi, de fortes rafales se produiront sous les orages et les températures seront en baisse, surtout dans l'ouest de la France. Courbet au Grand Palais, jusqu'au 2 janvier 1978. Ce sera l'une de ces expositions phares qui déplace les foules, et pas seulement les foules parisiennes. La province montera à Paris pour ce grand peintre du XIXe siècle, et c'est tant mieux que la peinture obtienne parfois de tels succès populaires. C'est avec Adam Saulnier que nous allons faire une première visite à cette exposition Courbet. C'est à partir de peintures monumentales, près de 4 mètres sur 7, que se déroule l'exposition Courbet à Paris dans les galeries du Grand Palais. Ici, l'atelier du peintre. Là, l'enterrement à Ornans, peut-être sa plus célèbre peinture. Ornans en Franche-Comté, où installé à Paris, il ne cessa de retourner comme à la source, afin de retrouver les gens de son pays, ses troupeaux, sa maison familiale, la chambre de sa naissance et la grande cheminée devant laquelle il s'est plu à peindre cette fin de repas dans la calme réflexion de la vie populaire qui le mena tout naturellement dans le sillon des idées sociales et politiques exprimées par Proudhon, dont il fit ce portrait, et l'amena dans une même logique à présider la Fédération des peintres de la Commune de Paris, en conséquence de quoi il fut en 1871 injustement condamné en tant qu'instigateur de la démolition de la colonne Vendôme surmontée de l'effigie de l'empereur. Ceci sur décision prise par un conseil de guerre siégeant à Versailles. D'où son emprisonnement, l'obligation de quitter la France pour la Suisse et sa mort en exil le 31 décembre 1877. Jamais Gustave Courbet ne devait revoir cette ville d'Ornans qu'il avait peinte avec tant d'amour, ni revoir ses forêts, les biches et les cerfs, ni connaître à nouveau le goût intense de la vie qui caractérisait sa peinture, où se côtoyait la beauté des corps féminins et le travail de ce peuple dont il était issu, qu'il avait tant aimé. 100 ans après sa mort, l'œuvre de Courbet, le bon peintre, est célébrée à Paris dans les galeries du Grand Palais. Mais c'est à Ornans que son souvenir demeure dans le murmure de l'eau. Très émouvant. Voilà, Monsieur le Premier ministre Raymond Barre est maintenant dans notre studio. Il va répondre tout à l'heure aux questions de nos confrères de la rédaction. L'événement à 20h30, enfin tout de suite après la publicité, après ce journal. Bonne soirée à tous, au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Dernier journal Jean-Pierre Pernaut vers 23h15. Merci. Thank you.